Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Vous êtes ici dans la 9e vidéo du cursus axé sur le rendu dans Blender. Et aujourd'hui, on va voir les Color Nodes. Donc jusqu'à présent, on a commencé une série de vidéos qui expliquent les différents nœuds du système nodal de Blender. Alors je vous rappelle que je suis dans le moteur de rendu Cycles de Blender, donc faites attention à ce qu'ici vous soyez bien sur Cycles Render. Et je vous rappelle aussi que j'ai activé un add-on qui s'appelle le Node Wrangler. Donc si vous allez dans les User Preferences et dans Add-on ici, et que vous tapez Node, ici j'ai activé le Node Wrangler. C'est un add-on qui me permet d'avoir différents raccourcis clavier accessibles et qui me permettent de mieux naviguer dans la fenêtre des nœuds. Alors ici, j'ai déjà préparé un peu ma scène, en fait mon fichier Blender, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai organisé cette grande fenêtre-là pour être la fenêtre du système nodal. Donc ici, c'est la petite icône comme ça qui est ici, il y a marqué Node Editor qui est là. Et à droite, vous allez donc avoir l'outliner en haut à droite, on n'en a pas vraiment besoin, mais bon, il est là quand même. Ensuite les propriétés ici. Et en dessous, j'ai redivisé une petite section où c'est ma vue 3D avec un plan. Je suis en vue caméra et j'ai un plan qui prend à peu près tout l'espace de ma caméra. Je suis en vue rendered mode, mais en vrai ce n'est qu'un plan. Si je fais Shift Z et que j'enlève ça, voilà, vous voyez que j'ai un plan dans ma vue 3D. Je me mets en vue caméra avec 0, je fais Shift Z, donc on voit le résultat ici de ce qu'on a. Et en sélectionnant ce plan, donc j'ai les matériaux de ce plan-là, et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, il y a juste un Material Output, comme vous le connaissez, la sortie, et dessus, j'ai branché un shader, émission, donc pour l'instant, ce plan émet de la lumière blanche à une puissance de 1, donc en fait, il émet juste du blanc, il est blanc. On ne peut pas faire plus blanc que ça. Alors je vais me servir de ça pour visionner en fait le résultat des différents nœuds qu'on va voir ici pour vous expliquer en fait ce que font ces nœuds là. Pour trouver tous les nœuds dont on va parler aujourd'hui, il faut faire il faut faire Shift A, et Shift A, vous allez voir dans Color, la section Color, on va voir tous les nœuds qui sont ici et qui vont toucher à la couleur, bien sûr, c'est évident. Donc comme ça touche à la couleur, on va se servir d'un nœud qu'on a déjà vu dans le input qui est ici, dans les nœuds d'entrée, et c'est le nœud RGB, le nœud de couleur qui est là. Donc il va falloir, parfois on va juste faire rentrer des couleurs, et ça peut être bien de le voir, de le visionner via ce nœud. D'autres fois on va utiliser une texture, une image en fait, comme texture. Et pour ça, donc la texture est déjà chargée. Si je la branche directement dans l'émission ici, on voit que donc c'est le splash screen de notre version 2.79, c'est la version actuelle. Je ne vais pas aller chercher bien loin. Et donc voilà, avec cette image-là, on va pouvoir montrer d'autres choses un peu plus complexes qu'on ne peut pas juste expliquer avec une couleur unique qu'on rentrerait dans un nœud. Donc je débranche ça, et puis on va s'y mettre. Donc dans la section Shift A des couleurs ici, on a donc toute cette liste de nœuds que j'ai listés ici et qu'on va voir un par un. Donc laissez-moi faire B, je vais sélectionner tous ces nœuds là, je vais désélectionner celui-ci et je vais les déplacer un peu donc sur la gauche derrière là, et je vais les faire un par un. Donc déjà ici on commence avec le nœud Mix. On va peut-être, pour que vous puissiez voir, rapprocher un peu tout ça pour que je puisse zoomer un peu plus proche et que vous puissiez les voir en gros. Donc on se fiche un peu des nœuds qui sont à gauche pour l'instant, on regarde juste ce qui est ici. Donc le Mix Node ici, c'est un mix, ça veut dire mélanger. Donc c'est un nœud qui va vous permettre de mélanger différentes couleurs. Donc si je branche la sortie couleur qui est ici, donc les couleurs sont en jaune, vous allez voir beaucoup de sorties jaunes là-dedans dans ce tutoriel. Vous allez pouvoir sortir ça ici, et pour l'instant, on passe du blanc pur qu'on avait là à un mélange de gris, parce qu'en fait les deux entrées de couleurs qui sont là, donc il y en a deux entrées, sont toutes les deux à 0.8 en valeur. Elles sont pas une valeur de 1 toute blanche, donc elles sont grises, ces deux valeurs là, et si on mélange deux fois la même couleur, on a exactement la même chose. Mais en vrai, ce nœud va vous permettre de mélanger deux couleurs. Alors qu'est-ce que j'entends par mélanger? Il y a plein de types de mélanges. Par défaut, on est sur le mix, c'est ce que vous utiliserez le plus souvent, je pense, mais on a tous les différents modes de fusion qui sont ici. Alors si vous connaissez un peu Photoshop, vous connaissez les différents modes de fusion. Mix, alors add c'est pour ajouter, multiply c'est multiplier, subtract, screen, il y en a plein. Je ne vais pas passer par tous ces modes de fusion parce que sinon le tuto serait indéfiniment long.
et j'ai pas autant de temps à consacrer, mais en fait c'est facile de trouver. Normalement, si vous faites de la 3D ou en fait de l'image, vous devriez connaître au moins les modes de fusion. Mais je vous invite à aller, si vous ne le savez pas, à aller chercher là-dessus. Vous aurez forcément des tutos, même en français, bien mieux fait que ce que je pourrais vous expliquer moi ici dans un tutoriel à la va-vite. Donc en gros, je vais vous montrer, je veux juste vous montrer rapidement le facteur et le clamp et comment ça fonctionne avec le mix. Et puis ensuite, pour le reste des modes de fusion, ça reste la même chose, ça ne va pas changer les entrées qui seront ici et ni les valeurs qui seront là. Donc, si je prends par exemple, je ne vais même pas brancher le RGB ici, je vais juste utiliser les couleurs qui sont là. Si je prends par exemple très simplement du jaune d'une part, on va se mettre en 1, et du bleu, on sait très bien que le jaune et le bleu, ça fait du vert. Donc hop, on se met en 1 encore une fois. Jaune et bleu, le mélange, je mélange les deux, je fais un mix. La sortie rentre dans l'émission et l'émission fait ça. Ici, j'ai une sortie verte. Parce que c'est bien évident que vous avez tous appris ça à l'école, le jaune et le bleu mélangés, ça fait du vert. Donc c'est exactement ce que fera ce node. Il va mélanger les deux couleurs qui sont là, en prenant en compte la valeur de facteur qui est ici. Donc là, on a une facteur qui part de 0 et qui va jusqu'à 1, et qui est pour l'instant à 0,5. Donc il va mélanger autant de jaune que de bleu. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez cette valeur de facteur, qui est là-haut, plus on tendra vers 0 dans ce facteur, plus le nœud va privilégier ce qui vient en entrée numéro 1. Plus le facteur va tendre vers 1 ici, et plus le nœud entier va privilégier ce qui arrive dans l'entrée numéro 2. Donc là, effectivement, si je tends ce facteur vers 0, on voit que ici j'ai du jaune, et si je ramène ce facteur à 1, je vais avoir le bleu et 100% de ces couleurs-là. C'est un pourcentage de la couleur 2 qui va nous mettre. Donc si on est à 100%, on est à 100% de cette deuxième couleur, et si on est à 0, on est à 0% de cette deuxième couleur, et on est à 100% de la première. Voilà, j'espère que... Donc c'est linéaire, hein, j'espère qu'au moins c'est clair. Et ensuite, le clamp qui est ici va vous permettre de caper, de clamper, entre guillemets, les valeurs, parce que suivant les modes de fusion que vous avez ici, disons multiplier, vous allez pouvoir multiplier des valeurs, et il est possible que la valeur de luminosité de ces couleurs, ou des textures, parce que si ce sont des textures que vous rentrez ici, à l'intérieur, vous pouvez, si je rentre deux fois cette texture, une fois dans la couleur 1 et une deuxième fois dans la couleur 2, et que je mets ça sur multiplier, il est possible que si j'avais des valeurs qui étaient déjà à plus de 1 ici, ou à 1 ou quelque chose, ça puisse faire des super blancs ou des super noirs, ou en fait avoir des valeurs qui soient plus blanches que blanches, ou plus noires que noires, et ça peut parfois faire des problèmes, des artefacts. Et cliquer sur ce bouton clamp permet de s'assurer qu'aucune valeur ne dépasse 1, ou que dès qu'une valeur dépasse 1, elle soit automatiquement mise à blanc, juste à 1, et que dès qu'une valeur est censée être inférieure à 0, elle soit limitée à 0, voilà, en minimum. Ça c'est le clamp, et ça permet de finir sur ce nœud de multiply, enfin de mix, le mix color node. Ok, donc on va supprimer ce premier nœud, maintenant qu'on l'a fini, et on va passer au nœud suivant, donc le RGB curves. Alors pour celui-ci, donc je vais le brancher là-dedans. Pour l'instant, on est sur du noir parce que la couleur d'entrée de facteur, c'est du noir. Mais dans un cas précis comme celui-ci, ça ne sert à rien de voir ça via une couleur unie RGB. Il vaut mieux brancher une texture là-dedans. Et ce que vont faire les courbes, c'est qu'elles vont vous donner un certain contrôle assez précis pour resaturer ou changer la saturation de votre image suivant différents paramètres. Donc là, vous allez avoir différents onglets, enfin différentes branches dans lesquelles vous mettre. Donc soit vous êtes sur la luminosité, le C c'est pour la luminosité de votre image, soit on va toucher aux différents channels du rouge, du vert ou du bleu. Et en fait, la courbe que vous avez ici en bas est une courbe qui pour l'instant est linéaire et qui permet de gérer votre image de manière... Ça veut dire qu'en fait, pour chaque entrée X, vous allez avoir une même sortie Y, donc dans le C c'est pour la luminosité, et en gros le point en bas à gauche ici va représenter vos pixels noirs, et le point en haut à droite va représenter vos pixels blancs, enfin vos pixels clairs, sombres et clairs. Et vous allez pouvoir, avec la luminosité
désaturer ou resaturer, en fait, changer la saturation de vos pixels. Et si par exemple, donc la saturation, la courbe classique de resaturation que l'on fait en général, c'est on va réassombrir un peu les noirs, donc on baissait ici un peu la courbe. Si on clique et qu'on déplace quelque part sur la grille, vous rajoutez un point de contrôle. Et en le déplaçant, ben, vous jouez sur les valeurs. Donc en baissant la courbe, vous assombrissez les pixels, et en remontant la courbe, vous éclairez les pixels. Donc en faisant cette courbe S, qui est la courbe classique de resaturation d'une image, enfin la plus commune, vous pouvez faire d'autres choses en fonction de votre image. Là, ça fait pas forcément quelque chose de très bien parce que j'ai pas choisi, enfin, j'ai pas vraiment réfléchi à l'image que j'allais prendre, et je suis pas allé chercher sur internet une image bien pour tous mes exemples en particulier. Mais en gros, vous avez vu que vous avez réassombri les couleurs qui étaient sombres, et que là, vous avez, en bougeant ce point-là, rééclairé les couleurs qui étaient claires. Donc, donc vous allez avoir différentes options ici. Vous pouvez, avec ce point, rajouter le clipping, c'est préciser une boîte pour que votre point ne puisse pas être déplacé sur un endroit trop loin. Si vous ne pouvez pas par erreur trop déplacer votre point, donc vous allez pouvoir restreindre le déplacement de chacun des points que vous créez. Mais quand je clique ici, je rajoute un nouveau point. Ensuite, je peux le déplacer pour jouer sur ma courbe. Vous pouvez, pour avoir plus de précision, faire plus ou moins pour dézoomer ou rezoomer sur votre panneau. Vous pouvez aussi, avec la clé AMOLED qui est ici, faire plein d'autres différents trucs. Donc faites un reset view. Donc si vous êtes perdu dans les plus et moins ici des zooms, vous pouvez resetter votre vue pour qu'elle soit à 0. Vector Handles, ça fait que tous les points de contrôle que vous aurez, vous allez les voir. Alors est-ce que si je dois le sélectionner et mettre vecteur, voilà, vous voyez qu'ici j'ai un vecteur, c'est-à-dire que le point que j'avais sélectionné maintenant est sous forme de vecteur, donc il est droit, il est linéaire, et ce n'est plus une sorte de courbe en S que je suis en train de faire entre chaque point. Donc si je sélectionne ce point là maintenant et que je dis que lui c'est un vector handle, ok, est-ce qu'il me l'a sélectionné? Non, il faut peut-être sélectionner celui-là. Ok, voilà, il faut sélectionner celui d'après. Et lui, ce sera un vecteur, un point de contrôle en vecteur aussi. Donc là, je n'ai que des lignes droites entre mes trucs. Donc si vous avez mis sur Vector Handle et que vous voulez revenir sur l'ancien, vous pouvez faire Auto Handle, et là, quand je clique dessus, voilà, ce point-là est devenu un point encore courbé. Puis, vous allez avoir Auto Clamped Handle. Alors, cette valeur, je ne sais pas à quoi elle sert. Auto Clamped Handle, je ne sais pas à quoi ça sert, clairement. Le Extend Horizontal qui est ici, ça va vous permettre de faire en sorte que le point, alors si je clique dessus, le point le plus haut, mais alors là on ne va pas le voir parce que le point le plus haut c'est celui-là, et le point le plus bas, donc les points les plus à gauche, enfin le plus haut ou plus bas, ça dépend, les points le plus à gauche et le point le plus à droite de votre courbe, en fait, le premier et le dernier point, voilà, de votre courbe, quel que soit le nombre de points que vous avez. Si on va plus loin, les valeurs qui seront avant le premier point et les valeurs qui seront après le point suivant vont être horizontales, vont garder tout le temps la même valeur. Donc ça va être comme un clamp en fait. Pas vraiment un clamp, parce qu'en fait là on peut avoir des valeurs qui vont plus bas que cette valeur-là, mais en gros disons que le premier point que vous avez délimite la valeur qu'il y aura pour toutes les valeurs précédentes, et le dernier point, la valeur qu'il y aura pour toutes les valeurs suivantes. Voilà, mais c'est visuellement parlant en fait. Ensuite vous allez avoir le Extend Extrapolated, donc plutôt que le Horizontal, c'est Extrapolated, et dans ce cas-là, ça veut dire, alors j'ai sélectionné, oui, dans ma courbe, ça veut dire que le dernier point, toutes les valeurs qui vont suivre le dernier point vont garder la même courbe d'interpolation que ceux qui étaient quand la courbe est arrivée à ce point. Donc si je bouge ce point-là, en fonction de comment arrive ma courbe sur ce point-là, eh ben, les valeurs vont continuer linéairement de la même manière, enfin linéairement, vont continuer de la même manière, sur la même interpolation que comment la courbe était arrivée à ce point-là. Et pareil, vice-versa pour la point d'entrée, en fonction du deuxième point, en fait, on voit que ça gère la manière dont les pixels sont gérés avant ce premier point. Et ensuite, le Reset Curve va vous permettre de retourner à une courbe par défaut, classique ici. Donc pour rappel, tout ce qu'il faut savoir, c'est que ici ce sont les points les plus sombres et là les pixels les plus clairs. Quand en cliquant, on rajoute des points. C'est que si je baisse, j'assombris, et que si j'augmente cette courbe, je rééclaircis les pixels.
Et donc j'aurai éclairci, si je vais plus vers le haut de la courbe, j'aurai éclairci les pixels les plus clairs, et si je vais vers la gauche de la courbe, j'aurai éclairci les pixels les plus sombres. Voilà, donc ça c'est si je suis sur C, mais si je suis sur R, je fonctionne que sur le channel rouge en particulier. Vous voyez qu'en cliquant là-dessus, j'ai aucun point sur ma courbe. Là j'étais sur C, je peux jouer sur que la luminosité, mais le R c'est un channel complètement différent. Donc lui il joue sur les valeurs rouges de ma courbe, vert et bleu, et donc partout pareil, ça sera pareil, donc ici vous allez pouvoir jouer de la même manière. Le facteur qui est là, généralement vous allez le laisser à 1, parce que c'est l'influence du nœud globalement, en total, donc vous pouvez dire que ici, vous voulez que ce nœud soit influencé à 100%, influence à 100% l'image que vous allez rentrer, mais si vous voulez dire que les modifications que vous avez faites avec vos courbes ici ne soient prises qu'à 50%, vous mettez cette facteur à 50%. Et alors les deux valeurs que vous allez voir ici, c'est que j'ai sélectionné un point de contrôle, j'ai cliqué et créé un point de contrôle, et si vous voulez avoir beaucoup plus de précision, même que le plus et le moins qui est là, vous pouvez gérer manuellement les valeurs en X et Y de chaque point. Voilà, donc ça c'en est fini pour ce... et donc quand vous avez un point de sélectionné qui est là, vous pouvez le supprimer avec le X qui est là. Voilà, donc là on supprime ce nœud-là, j'espère que ça a été assez clair, et on passe au suivant, le invert node. Alors lui c'en est un facile. Je vais l'expliquer avec le RGB, le node qui est ici, même si on a une entrée de couleur ici, ce sera plus facile de vous l'expliquer avec visuellement ce cercle, cette palette de couleurs qui est en forme de cercle en plus, qui est très pratique. Donc si je branche une couleur ici, c'est pas nécessaire en vrai parce que si on a la palette de couleurs, mais si je branche ma couleur qui est là, et que bien sûr je branche ce invert node à mon emission, donc à ma sortie, je suis censé avoir du blanc, parce qu'ici on voit bien que la couleur qui est sélectionnée c'est du blanc, mais mon plane est noir, parce que bien sûr invert ça inverse toutes les couleurs. Donc si je suis censé avoir du blanc, je vais avoir du noir. Et si je suis censé avoir du vert, je vais avoir du magenta. Si je suis censé avoir du jaune, j'ai du bleu. Et vous voyez très bien, vous le voyez visuellement, que sur cette palette de couleurs, je suis ici, là, sur le jaune, et que mon rendu final me montre la couleur exactement opposée sur la palette de couleurs. Donc ça invertit, ça inverse, ça invert exactement la sortie de l'entrée. Enfin, ça invertit l'entrée. Bref, j'arrive... Enfin, vous me comprenez. Voilà, c'est ce qu'il faut. Donc c'est très simple. Et encore une fois, la valeur de facteur ici va déterminer à combien de pourcentage ça prend en compte ce nœud. Voilà, là si je fais 50% de ça, hop, ici, et on n'est qu'à 50% du rose magenta qu'on avait ici, donc on doit être à peu près là. Voilà, bon c'est plutôt clair. Je supprime ce nœud là, et je continue sur le prochain. Donc là c'est le light fall off. Alors le light fall off, mince, j'ai mal prévu mon fichier Blender. Le light fall off en fait, je vais vous l'expliquer sans avoir le résultat ici, mais ça s'applique sur les lampes. Ça pourrait aussi s'appliquer sur... Et en fait ça peut être une lampe vu que je fais de l'émission ici. Donc c'est très bien. Vous savez très bien que en vrai la lumière, physiquement, on la calcule pour que ce soit physiquement correct, on calcule la lumière de manière à ce que si un objet est à une certaine distance d'une source lumineuse, il va recevoir une certaine quantité de lumière, et si on double la distance de cet objet vis-à-vis de sa source de lumière, cet objet recevra le carré de la distance en lumière. Donc en gros, si je double la distance de mon objet par rapport à sa source de lumière, il recevra un quart, et pas la moitié moins de lumière, mais il recevra un quart de la lumière qu'il recevait avant. Comment dire? Alors on va essayer de faire un petit dessin. Donc j'ai ma source de lumière qui est ici, j'ai mon objet qui est là, d'accord, en premier. Donc mon objet reçoit une certaine quantité de puissance lumineuse qui vient d'ici. Si je double la distance, donc ici j'avais une distance comme ça de 1, si je double cette distance et que mon objet est 2 fois plus loin par rapport à ma source de lumière, il ne recevra pas moitié moins de lumière ici que quand il était là, il recevra que un quart, on va dire qu'il y avait 4 rayons, voilà, 4 rayons de lumière qui touchaient sur cet objet-là, là il recevra que un rayon de lumière ici, il recevra un quart de la lumière parce que c'est comme ça que ça fonctionne et que ça calcule. Et c'est comme ça que la lumière se réduit au fur et à mesure de la distance. Voilà, j'espère que c'est clair quand même.
Mais bon, si on veut des fois dans certaines scènes 3D tricher un peu là-dessus et ne pas avoir ce côté physique, ce calcul physique qui se fasse avec la lumière, on peut le tricher avec ce nœud-là. Donc ce nœud-là va modifier la valeur dont la lumière est diffusée tout au long de la distance. Si on laisse la sortie numéro 1, si on garde la sortie numéro 1 quadratique qui est là, on va voir le comportement normal d'une lampe, tel que je vous l'ai expliqué précédemment. À noter que les deux entrées sont la valeur, la force, l'intensité de la lampe. Donc comme ici c'est à 1, si on voulait garder la même intensité, on mettrait ça à 1. Ou alors si on veut faire inversement, ici la strength c'est à 100, ça correspondrait à une valeur de 100 ici. Voilà, là j'ai mon plane qui vient d'être beaucoup plus brillant. Vous noterez que toutes les sorties sont grises, donc ce ne sont pas des couleurs qu'on va sortir ici, ce sont des valeurs. Donc tout ça va affecter la puissance de mon émission. Donc si je mets mon quadratique là-dedans dans le strength, ça a une valeur de 100, et le smooth qui est en bas, j'en parle juste après, mais vu qu'il est à 0, c'est pas pris en compte. Le strength qui est ici, la force, correspond, donc ça c'est une valeur d'émission normale, comme d'habitude. En fait, pour vraiment bien vous montrer ça, il faudrait qu'on ait un objet à côté de mon plane. Il faudrait que je fasse Shift A et que je rajoute par exemple une sphère ici, que je la réduise beaucoup et que je la déplace là. Et vous verrez la lumière qui est là normalement utilisée prise sur ma sphère en fonction de la distance et la lumière réduite. Alors je ne sais pas si c'est le meilleur exemple parce qu'il faudrait que ce soit plus grand. Peut-être qu'ici au lieu de 100, je peux mettre à 5. Et là, on verra que plus je m'éloigne et moins ma sphère gagne en lumière. Bref. Donc, je sélectionne mon plan. Ça, c'est la manière normale de fonctionner. Si je fais du linéaire ici, dans ce cas-là, on oublie le carré de la distance. Lorsque un objet s'éloigne, la lumière ne va pas baisser en intensité au carré de la distance de mon objet. Mais ce sera linéaire. Donc dans l'exemple de tout à l'heure, si mon objet s'éloigne 2 fois plus et 2 fois plus éloigné de ma lumière, il recevra 2 fois moins de lumière et pas un quart de la lumière comme je l'avais dit avec le quadratique. Donc ça c'est le linéaire et ça permet d'être sur quelque chose de linéaire, donc de plus facile à calculer en fait en vrai. Et si je fais le constant, là on se fiche complètement de la distance, mon objet recevra tout le temps autant de lumière que c'est dit là-dedans dans le strength, pour autant que le smooth soit à 0. Parce que le smooth, la valeur qui est là-dedans, ça dit que, bon alors avec ces différentes méthodes qui sont là, il est possible que mon objet devienne beaucoup plus brillant et émette beaucoup plus de lumière sur tous les objets. Et si mon objet est très fort, plus les objets sont proches et plus ils recevront beaucoup de lumière et il y a des risques de bruit et de fireflies, de problèmes en fait. Il peut y avoir quelques altérations au niveau des objets qui soient très proches de ça. Et alors pour contrer un peu cette puissance à la source en fait, plus les objets sont proches, on peut utiliser le smooth qui va diviser le strength, plus les objets seront proches. Et dans ce cas-là, si on garde du quadratique et qu'on met du smooth, on peut même faire l'inverse et réduire la puissance de la lumière sur les objets proches de la source de lumière par rapport à quand on les éloigne. Et ça, faut jouer avec, et vous allez voir que si par exemple je prends ma sphère et que je la rapproche ici de mon plane, voilà, et mon plane je vais augmenter, je vais mettre encore une fois 100, je peux dire que le smooth, plus j'augmente le smooth et plus vous allez voir ma sphère qui sera moins éclairée. Alors peut-être qu'il faudrait que je l'augmente, voilà, plus je l'augmente de manière élevée et plus vous voyez que ma sphère est moins éclairée et à moins de valeur de mon plane. Mais si j'éloigne ma sphère, voilà, hop, je l'éloigne, mais là elle prend beaucoup de valeur de mon plane. Le smooth il gère lorsque les objets sont proches. Voilà, c'est juste ça. J'espère que ça a été clair parce que j'avais pas forcément ce qu'il fallait j'avais pas forcément préparé ma scène pour ce nœud en particulier. C'est vrai que j'ai oublié de faire ça, mais j'espère qu'au moins vous avez pu comprendre de cette manière-là comment fonctionne le light for earth. Je supprime ce nœud et je remets une valeur à 1 normale ici et je regarde un peu ce qui me reste ici à vous montrer, le hue, saturation and value. Hop, je vais déplacer ça ici. Et en vrai, le hue, saturation and value, vous pouvez très facilement le voir juste avec
sans brancher ça là-dedans, vous pouvez juste le voir là-dedans lorsque vous avez votre palette de couleurs. Vous avez ici en deuxième option le HSV qui veut dire Hue, Saturation and Value. Donc lorsque vous cliquez là-dessus, vous pouvez vous mettre dans ce mode-là pour sélectionner la couleur. Et là, c'est très facile de vous l'expliquer parce que vous avez la palette de couleurs qui est au-dessus qui va pouvoir vous montrer visuellement en fait ce que font chaque chose. Donc si je me mets sur une couleur par défaut de vert, ici, vous allez avoir le hue, donc c'est la valeur de la couleur. Le hue, c'est la valeur de la couleur. Quelle couleur c'est en fait. Ça détermine quelle couleur c'est. Donc si je bouge juste le hue, je change la couleur. Juste l'information de couleur. Donc on voit que mon point va se déplacer sur le cercle et va changer de couleur. Juste cette information-là. Et donc on se aperçoit que mon vert correspond à du 0.33. Si je change la saturation, ce que veut dire la saturation, c'est l'intensité de cette couleur. Donc plus j'augmente cette saturation, et plus je suis dans du vert fort, profond. Et plus je baisse cette saturation, et moins j'ai du vert, et plus je vais vers du blanc. Plus je vais avoir un mélange de rouge, vert et bleu en même temps. Donc ça, c'est la saturation de ma couleur. Et la valeur de cette couleur, ça va être la slider que j'ai ici, qui va pouvoir me dire plus cette couleur est intense, ou moins elle est intense, entre guillemets. C'est la luminosité de cette couleur. Et l'alpha, bien sûr, c'est l'alpha, mais ça n'a rien à voir avec ce Hue, Saturation and Value nœud, le nœud qui est là. Donc si je me remets sur RGB et que je remets tout à 1, voilà, rouge, vert et bleu à 1, je vais avoir une saturation qui est à 0, parce que j'ai aucune saturation de couleur là-dedans, ou information de couleur, et je reviens sur du blanc. Et là, qu'importe le hue, qu'importe la couleur, parce que si je tourne sur mon cercle, je suis au point central, au blanc, et donc ça ne me fait rien. Et là, vous allez pouvoir gérer, en fonction de la couleur qui est rentrée là-dedans, donc je plug ici, en fonction de cette entrée couleur, toutes les autres entrées qui seront là, si je dis que alors j'ai du vert qui est là-dedans, et je plug mon entrée ici, je vais avoir du vert en sortie, parce que le hue de ce nœud-là, à 0.5, ne fait rien. Il ne change rien à la valeur d'entrée. C'est le truc par défaut. Si vous allez sur 1 ou sur 0, dans cette valeur-là, hue, vous allez inverser la couleur. Là, si je me mets à 0, je vais me mettre sur la valeur inverse, comme le invert node, et donc j'ai une sorte de violet magenta. Et pareil, si je me mets à 1, je suis en violet. Mais n'importe quelle autre valeur qui n'est pas à 0.5, mais voilà, 0.7 par exemple, ça va me... Alors si j'augmente, si je vais de 0.5 et que je vais vers 1, je vais tourner dans le sens horaire sur mon cercle. Et si je vais de 0.5 vers 0, je vais tourner en sens anti-horaire sur ma roue des couleurs. Jusqu'à ce que de 0.5 jusqu'à 0, je vais tourner dans ce sens-là. Je vais faire linéairement toutes ces valeurs-là jusqu'à l'inverse. Et de 0.5 à 1, je vais tourner sur le cercle jusqu'à arriver de ce côté-là sur ce cercle. Puis la saturation, donc vous l'avez vu, elle est à 1 parce que ici mon vert est à 1, mais si je descends, pouf, je vais descendre à 0 et je vais désaturer ma couleur par rapport à la couleur qui était rentrée. Donc là pareil, et donc si je vais au-delà de 1, c'est comme si j'allais plus loin que ça, et donc là je fais des couleurs plus intenses encore, et c'est pas vraiment quelque chose à faire, mais bon, je vous l'explique de cette manière-là. Ensuite, vous allez avoir la valeur qui, elle, est le slider qui était ici, qui va pouvoir gérer la luminosité de votre couleur. Et le facteur, ça va être à quel point, encore une fois, à quel point ce nœud est pris en compte. Si je fais 0.5, toutes les valeurs que j'aurai rentrées ici seront prises à 50% en compte par rapport à l'entrée qui est là lorsque je ferai ma sortie. Encore une fois, j'espère que je suis assez clair dans ces explications. Mais c'est pas quelque chose de trop compliqué à comprendre non plus. Ok, je supprime ce nœud-là et je passe au suivant. Le gamma. Le gamma n'est pas forcément super simple à expliquer, mais je vais l'expliquer avec une image, une texture d'image. En gros, lorsque vous voyez avec vos yeux, vous regardez avec vos yeux, les yeux vont saturer, vont faire les niveaux de saturation de ce que vous voyez d'une manière qui n'est pas linéaire. Alors qu'un appareil photo normal, ou un écran ou quelque chose, quand ça montre une image ou quelque chose que vous auriez fait en 3D, ça va vous montrer une saturation linéaire, du noir au blanc. Tout sera comme sur les courbes que vous avez vues tout à l'heure, quand j'ai fait Shift A, Color et les RGB
curves que vous aviez ici, tout est linéaire de cette manière-là. Mais en vrai, dans votre regard, vous allez avoir une saturation qui va être altérée qui va être adaptée par vos yeux. Et donc, si vous voulez rendre une image ou un rendu 3D plus réaliste, comme quand vous voyez quelque chose, vous pouvez jouer sur le gamma. Et ce nœud est une manière numérique en fait de faire ce que vous pourriez faire avec les courbes ici. Si vous faites exactement la même chose en cliquant, en faisant un seul point sur votre courbe ici, et en réglant ce point en bas ou en haut, en réglant la courbe de cette manière, vous réglez le gamma de cette image. Et vous faites exactement pareil que si vous augmentiez la valeur 1 ou que vous baissiez la valeur de 0. Si vous allez baisser cette valeur de gamma à 0, c'est comme si vous alliez augmenter cette courbe, vous allez éclairer votre image et la désaturer. Si par contre vous baissez la valeur de gamma ici, si par contre vous augmentez la valeur de gamma au-delà de 1, c'est comme si vous baissiez cette courbe et vous allez assombrir votre image et augmenter la saturation. On peut le faire, si j'augmente ici la valeur, vous allez voir que vous assombrissez cette image, comme quand on a baissé la courbe tout à l'heure, et lorsque vous augmentez cette courbe, c'est comme si vous baissiez en dessous de 1, voilà, et là vous éclairez votre image et vous baissez en saturation. Mais en vrai, c'est une manière numérique de rentrer les valeurs, si vous les avez en tête numériquement, plutôt que de le faire via la courbe à l'œil. Voilà, on peut supprimer ces deux nœuds, j'espère que je l'ai été assez clair là-dessus, parce que c'est pas un nœud assez simple à expliquer. Et finalement, le dernier, c'est le Brightness and Contrast, qui va pouvoir vous aider à gérer la luminosité. Alors on va prendre une image pour ça sert à rien de mettre une couleur bêtement là-dedans. Ça peut soit éclairer vos images, si j'augmente le brightness, j'augmente la luminosité, la brillance de vos images, soit la baisser, donc là je la baisse, ou alors le contraste, donc si j'augmente ici, j'augmente le contraste de mon image, ou je baisse le contraste ici. Le problème de ce nœud, et tout le monde est d'accord avec ça partout sur internet, c'est que ce nœud est beaucoup trop violent, dans le sens où même des petites valeurs, même des valeurs assez faibles, augmentent beaucoup trop dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que ce soit la brillance ou le contraste, les valeurs sont trop violentes. Alors, il vaut mieux utiliser pour le brightness le hue, saturation and value, que vous avez vu, qu'on a vu un peu plus tôt. Et pour le contraste, utiliser les courbes, les RGB curves, pour gérer le contraste de cette manière. Voilà, j'espère que ce tuto a été instructif, j'espère que vous n'avez pas été complètement perdu, que cette fois-ci il y avait des exemples assez concrets en fait derrière ce que je faisais, parce que c'était un point qui est revenu sur la vidéo précédente, qui effectivement n'avait pas forcément d'explications concrètes. Alors j'essaierai de me rattraper sur des tutos d'exemples plus tard, mais j'espère au moins que là vous avez pu facilement voir visuellement ce que faisait chaque nœud et que vous avez pu comprendre les arbres que j'ai fait. Et sinon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de me rattraper lorsque j'aurai fini sur tous les nœuds. En fait, je ferai des vidéos d'exemples en fait avec des cas concrets et des arbres types pour essayer de vous montrer avec des exemples plus concrets ce que font chaque nœud en fait. Voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires, vous le faites très bien, et je ne manquerai pas de regarder et d'y répondre. Merci beaucoup, et je vous dis à la prochaine. Salut!